En ce jour de Nouvel An tamoul, des milliers de Réunionnais affluent vers les nombreux temples qu'on trouve partout sur l'île. Ces Réunionnais sont des Malbars, comme on les appelle ici, en référence aux premiers travailleurs du Kerala, venus de la côte Malabar en Inde. Ce sont pour la plupart des descendants d'engagés indiens, venus après 1848 pour remplacer les esclaves affranchis. Les Malbars représentent plus d'un tiers de la population de l'île de la Réunion. Abadi Egata Pache est né en 1944. Il appartient à la 5e génération d'une famille d'engagés indiens. Enfant très pauvre, il a quitté l'école à 7 ans. Autodidacte, passionné depuis toujours par les engins de chantier, il a créé une entreprise très prospère sur l'île. Il y en a une dizaine d'hectares de terrain. Une dizaine d'hectares de terrain. Aujourd'hui, j'ai construit un traitement de déchets BTP. Ils sont les gens, ils viennent dans les États-Unis, ils viennent de la Suisse. Ils sont venus à visiter notre activité. Malgré sa réussite sociale et sa richesse, Abadi vit avec une grande souffrance due à une recherche obsessionnelle de son identité de Réunionnais Malbar. Dans cette tourmente, il a entrepris de défendre la mémoire de ses aïeux engagés. Ça fait partie de notre vie. Moi, je suis mon ancêtre. C'est vrai qu'ils ne sont pas un esclave, ils sont avec un contrat de travail. L'engagé peut travailler avec la France. Mais je suis en colère parce que, pourquoi dire le mot je suis en colère? Parce qu'ils sont discriminés à nous dans toute culture et dans la religion, mais avec le mensonge. Ils n'ont pas fait le travail correctement. Il a menti parce qu'il nous avait un voyage avec un retour, 5 ans après, mais il ne m'a pas donné ça. Mais il a discriminé nous de toute notre religion, notre langage. Quand je pense à la souffrance de mon arrière-grand-mère, passée comme le viol, tout ce passé, je n'ai pas trop le droit de dire. Mon grand-père a été traité comme des animaux dans le fond de la cave, quand j'armazine et tout ça là. Et je me dis que voilà, la décision est prise. Je ne baisse pas le bras pour dire que je ne peux porter plainte contre l'État français. Ça, sa responsabilité, qu'il doit faire son travail. Sur ce fleuve, à Calcutta, en Inde, des dizaines de bateaux chargés d'engagés sont partis pour les colonies françaises. Pour encourager le départ de ces Indiens pauvres, illettrés et le plus souvent de basse caste, le gouvernement faisait appel à des recruteurs qu'on appelait des mestris. À Calcutta même, il y avait ce qu'on appelle donc une organisation secrète qui était constituée de plusieurs niveaux de responsabilité, où les recrues étaient donc séquestrés. Séquestrés donc et ils étaient alcoolisés. On leur faisait consommer du zamal, de la marijuana, et ils étaient dans des entrepôts. À la suite de cela, donc, on les amenait sur les bateaux pour prendre le large. Mais beaucoup dans les bateaux, dans les archives, dans les documents, beaucoup de ces personnes, donc, aussitôt qu'ils sont conscients, ils sautent du bateau, ils s'en vont mourir, puisque, je veux dire, naviguer sur la Hooghly n'est pas une mince affaire. Et nous avons plusieurs cas, donc, d'après les archives britanniques, beaucoup de cas où les gens ne sont pas volontaires et ils sont même donc dans une situation contrainte, exilés.
Pendant toute la période de l'immigration indienne, 90% des travailleurs venaient des comptoirs du sud de l'Inde, Pondichéry, Karikal, Mahé ou encore Yanaon. Les voyages étaient longs et pénibles, les travailleurs indiens partaient pour la Réunion, mais aussi pour les Antilles françaises dans l'océan Atlantique, à l'autre bout du monde. Michèle Marimoutou est elle-même descendante d'engagés indiens. Elle est historienne et préside le comité scientifique du lazaret de la Grande Chaloupe. L'originalité de l'engagisme indien à La Réunion, c'est que les engagés indiens sont arrivés dès 1826-1828, en même temps que travaillaient encore des esclaves dans les champs. Donc ils sont restés ici, alors ils sont venus de 1828 à 1831, et c'est vrai que sur le plan pratique à cette époque, ils ont été considérés quasiment comme des esclaves. Pour le commandeur qui emmenait les bandes au travail, noir, c'est noir. Hein. Donc, les Indiens n'ont pas accepté cette situation, beaucoup se sont révoltés, ont quitté les plantations, ont parcouru en bande les chemins, sont devenus vagabonds, à tel point que c'est le gouvernement de l'Inde qui a stoppé cette émigration vers la Réunion. Ça, c'est la première phase de l'émigration indienne, quand les gens qui venaient ici étaient essentiellement des Télugus de Yanaon. Ensuite, il y a une deuxième phase qu'on appelle l'émigration des comptoirs, qui était beaucoup plus contrôlée, qui se passait après l'abolition de l'esclavage, où les gens qui venaient pour des contrats de 5 ans, étaient surtout des sujets issus des territoires français. Le lazaret de la Grande Chaloupe a été construit en 1860 pour répondre à l'afflux de plus en plus massif d'engagés venus d'Inde, mais venus aussi d'autres pays comme la Chine, le Mozambique ou Madagascar. En cas de doute, ils étaient mis en quarantaine par obligation légale. Ici reposent les médecins coloniaux qui étaient chargés de dépister les maladies contagieuses telles que le choléra ou encore la variole. Et sous cette pelouse reposent les engagés morts à leur arrivée ou morts pendant leur séjour au lazaret. Une fois la quarantaine passée, les planteurs emmenaient les rescapés vers les propriétés et le contrat d'engagisme commençait. Alors le contrat de l'engagement, il porte sur la nature du travail, sur le salaire, sur les conditions de vie. Et le premier contrat donc est précisé dans les archives, c'est le contrat bien sûr des engagés Telinga. Et on précise donc le nombre de roupies. Alors, ce qui est intéressant de se remarquer, c'est que le premier contrat, les engagés percevaient beaucoup plus de roupies qu'à la fin. Donc, il y a une diminution de salaire et accompagnée avec donc, des mesures de rétorsion, des mesures donc, de violence imposées à l'engagé. Et beaucoup de manquements au contrat portent moins sur les conditions de maltraitance, comme on peut le voir de la période des esclaves, mais surtout sur les conditions de salaire, de non-paiement des salaires. Parce que les gens étaient venus ici pour avoir un salaire et rentrer chez eux pour ceux qui se le souhaitaient. Et quand on regarde le rapport Romeo, qui en 1877 passe ici pour voir la situation de ces Indiens sujets britanniques, on se rend bien compte que le gros problème, c'est la question du non-paiement des salaires, c'est-à-dire des gens qui étaient exploités. Toujours à la recherche de ses racines, Abadi retourne sur les lieux qui ont marqué son enfance. Ici, c'était le temple de mon grand-père. Quand son papa ils sont arrivés, il n'avait pas le droit d'épouiller son religion. Il devait venir ici dans la nuit pour pouvoir installer ce temple, pour pouvoir prier. Mais comme c'est interdit d'utiliser la religion hindoue, c'était venu à la nuit pour venir prier dans
Dans cette région, on avait le bois, personne n'en voit pas. La plupart des archives permettant de retracer l'histoire de l'engagisme ont disparu. Les historiens estiment à 120 000 le nombre d'engagés indiens débarqués sur l'île Bourbon, l'île qui comptait 150 000 habitants à l'époque. L'engagisme va prendre fin vers 1930. Il reste aux archives départementales de La Réunion quelques rares registres de l'époque permettant de donner un nom, souvent francisé, à ces Indiens engagés. De même, il reste quelques livrets attestant du contrat passé entre l'administration française et l'engagé indien venu travailler pour les planteurs de canne à sucre. À partir de ces archives et à partir de ces rares photos d'époque, les historiens vont essayer de définir le statut d'engagé en comparaison avec le statut d'esclave. Alors il y a une ambiguïté terrible par rapport donc au statut de l'engagé et de la nature du travail, puisqu'on sait très bien que l'engagé, dès 1828, était subordonné aux commandeurs qui étaient parfois esclaves, puisque l'abolition de l'esclavage date de 1948. Et ce rapport donc de l'esclave à l'engagé se perpétue, puisque après l'esclavage, on trouve des commandeurs qui sont descendants d'esclaves, qui ont le statut donc d'hommes libres, mais qui du fait de son expérience de la plantation, de son expérience donc du maniement des outils et de sa familiarité avec le cadre et voire les patrons, puisqu'il aurait pu être aussi, en tant qu'esclave, descendant du maître. Donc un rapport donc ambigu s'exerce à l'encontre des engagés, puisque nous remarquons que les engagés subissent un traitement cruel, ignoble, voire même criminel de la part, non pas de l'esclave, de l'ancien esclave, mais de la part même donc de la hiérarchie du système de la plantation réunionnaise, puisque aussi bien au niveau de l'engagiste, le propriétaire, au niveau donc de sa hiérarchie, à savoir au niveau du régisseur, au niveau du syndic, et au niveau donc même du système judiciaire, nous remarquons donc dans les archives d'outre-mer, à Aix-en-Provence, nous remarquons que plusieurs cas, de plusieurs conflits montrent très bien le traitement inhumain imposé aux engagés indiens et qui nous permet d'alimenter, je dirais, une documentation pour dénoncer donc ce traitement criminel, voire ce crime contre l'humanité vis-à-vis des engagés indiens. La plainte d'Abadi et Gata Paché contre l'État français pour crime contre l'humanité n'a pas pour l'instant donné de suite. Mais Abadi, toujours dans sa recherche mémorielle, reste persuadé que ses ancêtres n'ont pas été mieux traités que des esclaves. Ma grand-mère elle-même, Dia était servante dans la maison Gros Blanc, en même temps les couturières. Parce que quand les jeunes filles sont grands, ils ne mettent pas trop dans le canne, quand ils commencent à grandir, aller au canne. Mais ils travaillaient avec les servantes. Mais après toutes les bonnes petites jeunes filles là, il n'y a pas de l'âge, garçons comme filles, de venir travailler avec le Gros Blanc. Mais les enfants, les petits enfants, on met à terre pour pouvoir travailler, couper les cannes. Mais ils n'avaient pas encore l'idée, comme les Africains amarrent les enfants sur le dos. Non, les Indiens, on a fait pas encore comme ça. Les Indiens, ils vont se poser à terre, on va couper les cannes, amarrer, les femmes, la tête amarrée, comme ça. Ah ouais, il avait la salaire aussi, il avait un garde sans pète, ça s'appelle un gardien. Si on repose un peu, attention, il fouette aussi, hein. Il fouette le bon jeune garçon. Le blanc, il vient avec le cheval, là, il a passé là, il voit le bogle n'est pas en train de ne pas travailler pour reposer parce qu'il fait trop chaud. Tout de suite, vous montez le doigt, allez travailler tout de suite, coupez vos cannes. Et donc, il ne peut pas dire de maltraitante, tu peux dire oui. Un système de... on peut dire le mot, un système de pression avec un gardien.
Si vous ne travaillez pas, le gardien vous fouette. Aujourd'hui, Abadi est un homme riche. Il a pu louer des terrains et a planté la canne à sucre sur ces mêmes terres où travaillaient ses ancêtres ou d'autres engagés indiens. Abadi ne dit pas s'il s'agit d'un nouveau business rentable pour son activité d'entrepreneur ou s'il s'agit d'une revanche sur l'histoire. Alors, c'est bon? Ouais, c'est d'eau, c'est bien d'eau. Le crime contre l'humanité, l'esclavage est un crime contre l'humanité. L'esclavage indien, des Indiens, est considéré dans la loi Taubira comme un crime contre l'humanité. Et l'esclavage, c'est la volonté, c'est l'arrachement de la terre sans retour, la perte du nom, la mise au travail de quelqu'un qui appartient à son maître au même titre que son bœuf, que sa maison, etc. Là, on n'est pas du tout dans le même cas. Et le crime contre l'humanité porte la dimension génocidaire. Est-ce qu'il y a une volonté génocidaire à propos des engagés indiens? Nous, on n'avait pas de maître. On était traités comme un animal, parce que les esclaves, ils avaient son patron, il avait son maître. Il est responsable de lui pour donner à manger. S'il ne donne pas son chien, ne donne pas son maître à manger, son esclave va crever. Mais nous, on était là engagés, nous étions crevés moins qu'un esclave. Et l'esclave était plus traité que nous. Nous étions dépassés qu'un esclave dans le traitement. Voilà. Quand ils sont arrivés, nos ancêtres, ils sont lésés. Et les esclaves, ils sont partis. Il y avait le calbanon, ils appellent ça, dans l'usine, une somme de 5-6 personnes, même pas 10 mètres carrés. Donc l'ancêtre était relosé là-dedans. Ils appellent ça le calbanon. Sur le dimanche, il n'y a pas venu appuyer à l'église, et vous foutez dehors, il n'y a pas personne pour vous embaucher pour travailler pour la nourriture. Cette souffrance, elle est remplie dans notre cerveau, elle est transmise notre génération. Parce que la souffrance de nos ancêtres, qui sont à refaire les enfants, les petits-enfants. Mais le corps de la souffrance-là, les transmis de génération en génération. Moi, j'étais en 4e génération. J'arrive et je dis que c'est pas possible de rester comme ça. Il faut pas vers la vérité. L'engagisme est une forme de domination et de servitude qui a une limitation dans la durée et qui est faite sous contrat. Et donc je parlerai pour l'engagisme de servitude contractuelle. L'esclavage, là, c'est une servitude qui est statutaire et qui est permanente et dont la seule rupture est soit la mort de l'esclave ou soit l'affranchissement de l'esclave par le maître ou éventuellement la libération de l'esclave par lui-même, par la fuite ou par un décret d'abolition. Alors, maintenant, l'esclavagisme, ce sont les pratiques qui accompagnent l'esclavage. Et ces pratiques, enfin ce qu'on peut appeler comme l'esclavagisme, perdurent après l'abolition. Donc, on peut dire que l'engagisme est une forme d'esclavagisme, enfin, en tout cas, est accompagné de pratiques esclavagistes. On n'a pas évoqué ici le transport des engagés, que ce soit aller ou retour, et particulièrement pour les trajets qui sont très longs, qui vont jusqu'aux Caraïbes. Il y a eu donc des hécatombes et des traitements inhumains de ces populations, et il y a eu des cargaisons entières qui ont disparu. Et lorsqu'on rapatrie l'engagé indien, lorsqu'il peut se sauver de ce carcan colonial, pour certains, lorsqu'ils retournent en Inde, donc ils vont y rester pour mourir, pour donc s'échouer sur les berges du Gange ou de la Hubli à Calcutta. On sait que dans les contrats d'engagement, le voyage de retour était prévu, que effectivement, contrairement à Maurice, qui avait des liens très étroits avec l'Inde en tant que colonie française, La Réunion, qui est une colonie, en tant que colonie anglaise, La Réunion, qui est une colonie française, n'avait pas les mêmes liens,
et que l'organisation de ces convois de retour était pas facile à mettre en place. On sait aussi, et donc que peut-être tous les gens qui voulaient rentrer n'ont pas pu rentrer. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près un quart des gens qui sont rentrés. Un quart de gens qui sont rentrés, un quart de gens qui sont morts, la moitié qui sont restés. À La Réunion, comme dans les îles françaises des Caraïbes, des stèles, le plus souvent financées par des descendants d'engagés, se dressent face à la mer. On rend ici hommage à ces travailleurs indiens en langue tamoule, en anglais et bien sûr en créole. De l'autre côté de l'océan, à Calcutta, une stèle, installée dans le port même, rend aussi hommage aux engagés partis d'ici. Certains historiens pointent aussi la responsabilité de l'Inde dans cette tragédie de l'engagisme. Alors, je dirais, le système en entier, le système global est un crime contre l'humanité dans la mesure où on associe aussi bien les responsables de ce mouvement contractuel, aussi bien donc sur les espaces de travail, que ceux qui ont poussé ces populations donc à fuir la misère, à fuir donc la discrimination qui, depuis plusieurs générations, donc, ont poussé donc, des familles entières à supporter le mauvais sort, les aléas climatiques, mais aussi la discrimination efficace, la discrimination donc éhontée du système des castes en Inde. Abadi, à sa naissance, a été baptisé catholique. Profondément croyant, il a effectué de nombreux pèlerinages, y compris en Inde. C'est au cours d'un de ses voyages, au pays de ses ancêtres, qu'il a découvert la religion et la spiritualité hindoue. Comme beaucoup de Malbars de la Réunion, Abadi se rend souvent dans les temples pour déposer des offrandes aux divinités comme Mariamène ou encore Alvan. Oui, moi je veux reconnaître que c'est que les générations qui viennent, mes petits-enfants, aussi d'autres petits-enfants, d'autres personnes, que l'histoire, un homme sans l'histoire ne peut pas vivre. Aujourd'hui, cette histoire d'engagisme qui doit être reconnue à l'école, aussi, presque le mot de dire, en Inde, les mêmes ne connaissaient même pas si nous avions des ados déportés à La Réunion, que l'Inde aussi, ils devaient participer dans notre souffrance. Nous, on pense, l'Inde, c'est notre mot de dire, nous appuyons notre maman, notre arrière-grand-mère. Quand ils parlent de l'Inde, c'est dire notre maman et notre grand-mère. C'est ça que la souffrance. L'Inde, toujours, le mot de l'Inde, est toujours dans notre corps, dans notre cœur, la religion. Si nous pratiquons une religion, où il vient de cette religion? Comme Abadi, beaucoup de Réunionnais, en quête de leur identité, se tournent de plus en plus vers l'Inde. Mais celle-ci ne reconnaît pas sa responsabilité dans l'engagisme de ses citoyens au XIXe siècle. Que ce soit en France ou en Inde, la question de l'identité devient politique. Il faut dénoncer pour pointer les problèmes donc, qui n'ont pas été résolus. Dénoncer pour avertir donc, au gouvernement indien voilà, que les travailleurs qui sont partis dans le monde, ils ont laissé une descendance qui s'interroge pour les raisons pour lesquelles le gouvernement indien donc, n'ont pas eu donc, un regard humanitaire. Il faut s'interroger par exemple aussi pour le colonialisme français. Comment se fait-il donc que des populations ainsi n'ont été déracinées et qu'est-ce qu'elle a fait pour les intégrer à la société? Et s'interroger, bien sûr, sur donc, la nécessité à ce jour de dégager des moyens pour que l'individu se ressource et connaisse la réalité donc, de l'histoire de ses ancêtres qui ont bâti les sociétés créoles. Bien sûr qu'il y a un problème d'identité qui se révèle derrière la recherche mémorielle parce que nous sommes au niveau, comment on va dire, si on nous regarde, nous ressemblons à des Indiens, des gens d'origine indienne, ou des gens métissés d'Indiens,
ou avec des noms indiens, et voilà. Et nous sommes français. Et c'est vrai que quand on va en France, on se demande vous êtes des Français d'où exactement? Et quand on va en Inde, on vous dit mais vous êtes des Indiens, vous ressemblez aux Indiens, mais vous n'en êtes pas trop. Donc il y a une recherche d'identité qui est liée au fait que notre ancrage de par l'histoire se fait sur la terre réunionnaise. Nous n'existons nulle part ailleurs. Nous n'existons qu'ici parce que nous sommes le produit de l'histoire. Il reste à La Réunion quelques usines de sucre désaffectées comme celle-ci sur la commune de Saint-Paul. Cette usine a été construite en 1860 et a été fermée en 1970. Elle a employé 150 personnes, dont le grand-père d'Abadi. Celui-ci, toujours dans le but d'entretenir la mémoire, souhaite financer la rénovation de l'usine qui pourrait devenir un musée. Le maire soutient l'initiative, mais soutient aussi Abadi dans sa plainte contre l'État français. C'est un combattant et qui a une descendance d'engagisme. Je crois qu'il respecte le droit et la justice va donner tort ou à raison. Mais ce qu'il faut retenir, c'est Egata Pache a eu le courage de faire ce document et de ne pas de porter plainte pour toutes ces personnes qui se sont engagées, qui sont arrivées ici dans des conditions difficiles, dans des conditions compliquées, et certains sont morts dans le bateau, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est son droit. Nous sommes dans la République française, et c'est bien ce que vous me demandez comme question. Nous sommes dans un état de droit. Il a l'air d'aller bien, mais il n'est pas bien approfondi. L'air allait bien, il n'est pas bien. J'ai l'image comme un comédien. Un comédien, regarde, il fait la danse, il fait tout. Il n'est pas bien. Je suis un comédien. Quand je rentre dans ma maison, c'est ça. C'est mon souffrance. Après, quand j'arrive sur le terrain, je suis un comédien. J'ai fait à tout le cinéma, le cosplay et tout. Mais quand je rentre dans ma maison, il est ma maman, il est mon grand-père, il est ma grand-mère. Oui, les photos de ma grand-mère, il n'avait plus de photos. À côté des gens qui disent nos descendants, nos ancêtres étaient des esclaves, moi j'ai rencontré des gens qui disent nos ancêtres sont venus travailler la canne à sucre, ce ne sont pas des esclaves. Ils ont eu une vie très dure, mais ils n'ont jamais été esclaves, qui revendiquent haut et fort le fait que les engagés n'étaient pas des esclaves. Vous voyez, il y a quand même toutes sortes de voies qui montent pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et c'est compliqué de régler ce problème, surtout quand ce n'est pas l'histoire qui est en jeu, quand c'est la mémoire. La question de nos ancêtres ont beaucoup souffert. Mon ancêtre a été maltraité, etc. C'est la mémoire personnelle. Abadi a maintenant plus de 75 ans. Il a 2 enfants et c'est maintenant Nicolas, le fils, qui gère l'entreprise familiale. Celui-ci prend toujours conseil auprès de son père pour la bonne marche des affaires et espère aussi reprendre son combat pour faire reconnaître l'engagisme et les souffrances que ce système méconnu a créé dans la France coloniale il n'y a pas si longtemps. S'il n'avait pas fait la recherche, je n'aurais pas été au courant en fait de cet engagisme. Enfin, je savais que nos ancêtres étaient venus, s'étaient engagés pour venir travailler les terres à La Réunion. Par contre, je n'ai jamais connu l'histoire de leur traitement, de leurs conditions de vie, de leurs conditions de venue. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit être connu, parce que je l'ai appris il y a à peine 3 ans, donc j'avais donc l'âge de 37 ans. Mais c'est quelque chose que j'aimerais aussi qu'il soit transmis à mes enfants, puisque eux aussi, du coup, ils sont de la 6e génération de descendants d'engagés indiens. J'aimerais que ça soit connu dans les livres d'histoire, parce que ça fait partie de l'histoire de la France aussi, et très peu de Français connaissent l'histoire. J'aimerais aussi qu'on puisse avoir des relations un peu plus proches avec l'Inde. C'est un engagement fort, certes, mais en même temps, si on est capable de reconnaître des faits qui sont l'esclavage, je ne vois pas pourquoi on ne considérait pas les mêmes faits pour l'engagisme. On parle bien de traitement, et donc on assimile, nous en tout cas, on assimile l'engagisme à l'esclavagisme.
par rapport au traitement, quand bien même il y avait des contrats, quand bien même il y avait soi-disant un salaire qui pour parfois n'ont pas été payés. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on porte ce combat. Donc pour vous, dernière question, l'engagisme est un crime contre l'humanité? Pour moi, l'engagisme est un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité ou pas, c'est aux juristes et aux responsables politiques de répondre à cette question. En attendant, Abadi Egata Pache continuera à exprimer sa souffrance et ses convictions. Avec ses mots à lui et avec ses moyens, il continuera à faire connaître l'histoire des engagés indiens, victimes oubliées du colonialisme français. Il n'y aura jamais personne, pour moi, qui peut détruire cette pierre. Qui a détruit notre mémoire, notre souffrance. Aujourd'hui, cette pierre représente la mémoire des engagés. Il ne pourra jamais faire disparaître cette pierre de taille. C'est notre force, cette puissance. Adiós.